l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 80 ans, le 4 février 1945, s'ouvrait la plus célèbre conférence de la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Yalta. La photo de Churchill, Roosevelt et Staline assis l'un à côté de l'autre est devenue mythique. Cette conférence entend consolider une paix durable et la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le Saint-Siège, dans tout ça, quel rôle jouait-il et quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans un monde devenu multipolaire ? On reçoit pour en parler l'un des connaisseurs de la question, Bernard Lecomte. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard Lecomte, vous êtes écrivain et journaliste. Un point d'abord sur cette conférence de Yalta. À quoi ce rendez-vous avait-il abouti ? Rappelez-nous, rafraîchissez-nous un peu la mémoire. Alors Yalta, c'est effectivement la conférence que l'on se rappelle le mieux parce qu'elle est surtout ce trio, cette image du trio Roosevelt, Ouais. Churchill, Staline. Cette image-là, on ne la retrouvera pas par la suite. La conférence de Potsdam est peut-être aussi importante que celle de Yalta, mais il n'y a plus ces trois-là. Et puis, c'est ce côté un peu romanesque de l'anglais et de l'américain qui viennent à Yalta, en Crimée, sur le territoire même de Staline. Et on va d'ailleurs apprendre par tous les historiens ensuite que les micros du KGB étaient partout. Staline a voulu les impressionner et puis ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire, etc. Il y a toute une mythologie autour de Yalta qui fait que, en effet, cette conférence-là restera dans les manuels comme la grande conférence de l'après-guerre. Pourquoi le Vatican est absent de Yalta ? À l'époque, ça ne choque personne. Parce que Yalta, soyons clairs, c'est très politique. Ça n'était pas au pape Pie XII ou au Vatican de s'intéresser au fait que l'URSS voulait absolument que le Japon en termine la guerre et que l'ONU sorte de tout ça et que l'Allemagne soit découpée et que la Pologne voit ses frontières déplacées, etc. Tous ces sujets-là étaient des sujets éminemment politiques, ce n'était pas forcément au Vatican de les traiter. Enfin, dernier point, à l'époque, le Vatican est beaucoup plus tourné vers l'Europe. Le pape Pie XII et le Vatican ont vécu la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre d'abord entre les Français et les Allemands, et une guerre quand même très européenne. Et on sait que le pape Pie XII, dès 1943, va engager les belligérants à la réconciliation. Alors évidemment, il ne sera pas écouté à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt, 1943. Mais le pape garde cette idée que les Français et les Allemands ne devraient pas se faire la guerre. Rappelez-vous, la guerre d'avant, lorsque Benoît XV, le pape de l'époque, avait dit « mais c'est du sang chrétien ». Quand les Allemands envahissent la France, c'est du sang chrétien qui est versé. Et donc, le pape est très, très motivé par ça. Et ses premières démarches, ses grands discours, ce sera d'abord pour la réconciliation franco-allemande et pour la réconciliation en Europe. Et on sait que le pape va encourager, très vivement d'ailleurs, la formation de l'Europe. Et il n'y a eu aucun travail, aucune influence de la diplomatie vaticane pour travailler cette paix durable, notamment à l'issue de Yalta, de cette conférence-là. On entérine aussi la création de l'ONU. Il n'y a eu aucune influence du Saint-Siège sur ce point-là ? Non, et pour une raison simple. Alors, soyons clairs, le Saint-Siège va pousser à la constitution de l'ONU, il va soutenir. Il y a un célèbre message à Noël 1939 qui déjà lance un peu cette idée. En 1942, le pape va aussi soutenir tout ce qui va aboutir à l'ONU. Mais il faut être clair là encore, l'ONU va se constituer surtout sous la pression américaine. Et la culture américaine, c'est une culture... Je dis ça pour simplifier, mais une culture inspirée par la franc-maçonnerie et le protestantisme, en réalité. C'est pas une culture très catholique. Pour les Américains de l'époque, le Vatican, c'est loin et c'est pas tout à fait au cœur du sujet. Donc, on va avoir ce phénomène que le Vatican n'est pas invité, par exemple, à fonder l'ONU avec les autres pays, de même qu'il n'est pas invité à Yalta. Mais rappelons-nous aussi qu'il n'avait pas été invité à la guerre d'avant. Il avait été écarté de la conférence de Versailles et du Trianon
Le Vatican n'était pas, il avait été écarté à ce moment-là. Donc, le Vatican, on est habitué à cette époque-là, il n'est pas exactement dans le coup. Ça va changer au fil des années, et notamment 20 ans après, quand il va prendre une dimension internationale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre mondial est assez bien établi, hein. D'un côté, il y a les puissances occidentales, de l'autre, l'Empire soviétique. Et on peut dire qu'aujourd'hui, cet ordre mondial a bien évolué. Quelle place aujourd'hui prend le Vatican dans cet ordre mondial ? Alors justement, le Vatican a changé de dimension. Il a poussé à la réconciliation franco-allemande, il a poussé à la constitution de l'Europe. On sait, alors là pour le coup, que le pape va être extrêmement actif pour pousser, pour saluer le Conseil de l'Europe. L'OTAN, le pape va pousser à la constitution de l'OTAN en 49, il va pousser à la communauté Europe de défense en 54, il va pousser pour le marché commun en 57. Là, pour le coup, ils sont très actifs. Et puis arrive la période du concile. Le pape, ça n'est plus Pie XII, c'est Jean XXIII, l'ancien nonce à Paris. Et on assiste là d'un seul coup à une espèce de changement de dimension. Le Concile fait du Vatican le centre du monde. Il y a à la même époque un phénomène qui préoccupe beaucoup le Vatican, c'est la décolonisation. On sait que le général de Gaulle et Paul VI vont s'entendre sur ce sujet-là. On sait aussi que Jean XXIII va publier cette encyclique tout à fait exceptionnelle qui s'appelle Pacem in Terris. Donc on n'est plus là dans l'Europe, on est vraiment dans l'international, dans l'universel. Et on sait qu'en 65, Paul VI se rend à l'ONU, justement, pour prononcer son fameux discours « Plus jamais la guerre, l'Église experte en humanité, etc. » Grand discours qui reste dans toutes nos mémoires. On est passé de l'Europe à l'universel. Et c'est ce point-là, pour vous, Bernard Lecomte, qui marque un changement dans la diplomatie du Vatican ? Je crois, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on n'imagine plus le Vatican s'intéresser essentiellement à l'Europe. Je dis souvent, moi, que Benoît XVI a été le dernier pape européen. Aujourd'hui, le Vatican, avec le pape François, dirige une église qui fait 1,4 milliard de fidèles, répartis essentiellement dans l'hémisphère sud. Donc on n'est plus en Europe, là. On est dans un monde qui change, qui tourne, et où, paradoxalement peut-être, en tout cas pour nous les Français, c'est peut-être compliqué de suivre ça, mais l'Église elle-même, le Vatican, est à la tête de gens du Sud. Le pape est plus près du Sud global que de nos traditions européennes et du souvenir de l'Europe. Donc aujourd'hui, on est dans une Église qui est, comme le dit le pape, une Église en marche, une Église qui va vers les périphéries, et ces périphéries, c'est le bout du monde, c'est la terre qui tourne. Et quels champs d'action sont devenus prioritaires aujourd'hui ? Alors ça dépend beaucoup des papes, on l'a bien compris. On a eu, pour le coup, Jean-Paul II qui s'était beaucoup attaché à l'affaire communiste, c'est clair, parce qu'il était polonais et que, voilà, on était à la fin de la guerre froide et que le mur de Berlin était encore là. Et puis on a eu Benoît XVI qui, lui, était extrêmement préoccupé de la déchristianisation de l'Europe. Benoît XVI, c'était ce pape bavarois, plus qu'allemand, qui était absolument effrayé de la sécularisation de la vieille Europe. Et puis aujourd'hui, on a ce pape François qui considère que l'essentiel, c'est quand même les migrants et les pauvres. Ce par quoi, évidemment, il est très respectueux de l'Évangile, il n'y a rien à dire sur le fond, mais parfois, il peut être déconcertant pour nous, les Européens, qui sommes habitués peut-être à d'autres préoccupations. Mais incontestablement, rappelons-nous que les 2 premiers voyages en Europe de ce nouveau pape, François, à l'époque, c'était Lampedusa, donc les migrants, et l'Albanie. Pourquoi l'Albanie ? Parce que c'était le pays le plus pauvre d'Europe. Donc on est dans une perspective plus évangélique, les migrants et les pauvres, et ça donne évidemment à l'Église une vocation plus universelle encore. On parle donc d'un monde multipolaire avec des influences diversifiées. Le Vatican arrive-t-il à entrer en relation avec toutes les forces, qu'elles soient régionales ou mondiales ?
Alors je dirais plutôt oui. Il y a moins d'hostilité culturelle à l'égard du Vatican aujourd'hui. Le Vatican est réellement au cœur d'un phénomène universel qui s'appelle l'Église catholique. Bon, catholique, ça veut dire universel, hein. Mais là, on est vraiment dans l'universel. On voit bien que lorsque le pape François s'intéresse à l'environnement par son encyclique Laudato Si, il est très très écouté par le monde entier. C'est vraiment une influence colossale pour le pape que de s'intéresser à ce point à l'environnement. Et on voit aussi, encore une fois, que pour tout ce qui est phénomène de migrants, le pape met ça en valeur et il est entendu. Ce pape argentin, ce pape latino, parfois, sur le plan de la diplomatie mondiale, il dit un peu la même chose que Lula, le Brésilien. Ce sont plus nos traditions à nous, là. C'est sud-américains, c'est latinos qui n'aiment pas l'Occident, qui n'aiment pas l'Amérique, on le sait bien, et qui, du coup, ont une politique peut-être parfois pour nous un peu déconcertante. Et le Saint-Siège a-t-il toujours une place clé, en tout cas une place importante sur la question des conflits dans le monde aujourd'hui ? Alors oui, parce que la diplomatie vaticane reste très active. En général, elle est portée par des hommes assez fins, bien formés. Et n'oublions pas que le Vatican, c'est toute la terre avec des moyens d'information tout à fait exceptionnels. Le Vatican est très informé sur ce qui se passe un peu partout, parce qu'il y a les évêques, parce qu'il y a les grands ordres religieux, et puis il y a les nonces apostoliques qui sont là aussi. Et donc le Vatican est très, très actif et très présent. Simplement, on le sait bien, l'histoire est là pour nous le prouver. Il y a des moments où ça marche et puis des moments où ça marche pas. Rappelons-nous Jean-Paul II, très actif au moment de la guerre des Malouines, au moment du canal de Beagle. Et en effet, le Vatican, à cette époque, a joué un rôle. Et en même temps, regardez comme le même pape, Jean-Paul II, s'est complètement fait avoir sur l'Irak. Pourtant, il avait été très actif aussi, il avait envoyé ses nonces en Amérique, en Irak. Ça n'a servi à rien. Le pape, aujourd'hui, pour un des conflits les plus importants, qui est celui du Proche-Orient, est pas très, très actif, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse entre Israël et les Palestiniens ? À une époque où, chez les Palestiniens, il y a beaucoup, beaucoup moins de chrétiens qu'il y a 50 ans. Donc, ça dépend des cas, ça dépend des périodes. Le Vatican est très actif. En général, il voit bien les choses. Mais voilà, c'est pas parce qu'il est le Vatican qu'il va faire des miracles. Et une dernière question, Bernard Lecomte. Quel défi pour vous dans les prochains mois, les prochaines années semble prioritaire pour la diplomatie du Saint-Siège ? C'est difficile à dire parce que ça dépend beaucoup du pape. On l'a bien compris avec l'ambiguïté de l'Ukraine. On voit bien que ce pape François, le latino, l'homme du Sud, ne s'est pas occupé de l'Ukraine comme il l'aurait peut-être rêvé, comme un médiateur. L'autre sujet qui va monter, c'est la Chine, c'est l'Extrême-Orient. Et là aussi, c'est compliqué parce que ça n'est pas la région du monde où il y a le plus de catholiques ou de chrétiens actifs. Encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de règle. Le Vatican est très attentif. Il prêche évidemment la paix, la solidarité, la réconciliation entre les peuples. Ce pape a mis l'accent sur la pauvreté et les migrants. On verra demain, le successeur de ce pape François aura peut-être lui aussi des idées à lui, et on verra. Merci Bernard Lecomte pour cette interview à la fois d'histoire et de politique internationale au regard du Saint-Siège et de sa diplomatie. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru il y a quelques mois, l'année passée en 2024, France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin. Merci à vous encore une fois et bonne journée. Merci à vous.